Bienvenue à tous sur le podcast Parlons Sport. Je suis aujourd'hui avec Baptiste et Mathis pour débriefer de l'actualité sportive. Comment ça va les gars? Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu sportive cette semaine? Bah écoute, ça va très bien, hein, franchement, un bon petit week-end. Et justement, je m'étais mis hier soir devant la télé pour voir le petit Gibraltar France. Et je m'attendais à un petit 3-4-0 avec le jeu à la Deschamps, tranquillou. Donc 14-0, j'avoue que ça surprend. Et donc, non, franchement, un beau match avec le petit doublé de Giroud à la fin qui fait plaisir. Donc j'ai bien kiffé. Bonjour à tous. Effectivement, ouais, c'était assez drôle hier soir. C'était presque surprenant. On se demandait quand est-ce que ça allait arrêter. J'avais presque de la peine pour Gibraltar. Et non, moi on en a parlé la semaine dernière sur le Master 1000 de Turin. Là, on avait espéré un Sinner qui puisse détrôner Djokovic et on y a même cru en début de semaine quand il l'a battu. Franchement, j'étais assez impressionné de son niveau de jeu. Mais là sur la finale, Djoko, il a montré qu'il y avait encore un grand écart entre la next gen et lui, et il a vraiment démontré que c'était dur de le battre. Une petite pensée au défenseur de Gibraltar là, qui a quand même mis un contre son camp à la 3e minute et s'est fait expulser à la 18e minute quand même. C'était un match Ouais, c'était dur. à oublier, je Tout pense. contre Ça, son c'est camp le, pour commencer, ça, c'est dur en 100 minutes. Du coup, je vous propose d'ouvrir sur une page cyclisme. Donc, on va revenir sur la saison de route 2023. Avant d'aller sur les coureurs, quelles courses vous ont le plus marqué cette année sur route, sur l'année 2023, la saison 2023? je trouve que déjà, ça a été une saison historique là, pour le cyclisme, parce que il y a des coureurs, et je pense qu'on en reparlera aussi un peu plus en détail, on était vraiment sur un cyclisme qui était très spécifique sur les dernières saisons. Les coureurs de grand tour faisaient les grands tours, les coureurs de classiques faisaient les classiques. Et là, on a des coureurs qui sont venus un peu exploser ces barrières-là, et ça a donné une saison assez folle. Si je reprends là, le calendrier de la saison, pour moi, il y a trois courses qui ont été incroyables et bien plus, mais on va dire sur les grandes courses mythiques, pour moi, il y a eu un gros moment, ça a été sur les pavés, et ça a été le Tour des Flandres, qui pour moi était assez exceptionnel. Euh, Pogacar qui l'a remporté. Je pense réellement que Van Der Poel fait un Tour des Flandres peut-être meilleur. C'est peut-être son meilleur Tour des Flandres, alors peut-être pas tactiquement, mais il avait peut-être les meilleures jambes. Simplement, Pogacar était incroyable et il a été incroyable sur cette période de la saison, et c'est vraiment, et quand il le fait exploser, c'est assez impressionnant, et je pense réellement que ça montre toute la polyvalence de Pogacar, et vraiment sur cette course, ils ont livré une incroyable bataille. Et Ouais. après, Globalement, pour rester sur les classiques, toutes les Flandriennes ont été ouais, assez exceptionnelles et même, enfin, globalement, toutes les classiques du printemps ont été, on s'est régalé quoi. Et voir Pogacar oser se frotter au pavé, ça faisait très longtemps ouais. qu'on n'avait pas vu un coureur de grand tour, comme tu disais, et tenter de se Et, frotter aux On a Flandriennes. dit ouais. voir Evenpool aussi, sur les Flandriennes. Ouais. Mais c'était assez impressionnant sur les Flandriennes. Franchement, j'ai adoré. Et en fait, je trouve que toute la période flandrienne, parce que même Ghent, même le 3 et tout, ils sont intéressants. Le Tour des Flandres est très bon. Paris-Roubaix, c'est une grosse course. Et il y a que à ce moment-là, sur les grandes courses, il y a quasiment, alors il y a Christophe Laporte, après ça dépend où on le place, mais sur les vainqueurs, il y a que des machines de guerre. Des fois, on est un peu surpris. Milan-San Remo, on se dit toujours, ah, il peut avoir une surprise. Non, non, la Van Der Poel, il gagne Milan-San Remo. Le Tour des Flandres, c'est Pogacar, Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel. Et derrière, on a les Ardennaises, la Flèche et l'Amstel. L'Amstel qui est une course monstrueuse avec Pogacar qui part très loin de l'arrivée. Et on a le fameux Liège-Bastogne-Liège. Et là, pour moi, c'est la seule course du début de saison un peu décevante, parce qu'on s'attend enfin au premier duel Pogacar et Evenepoel, et qui aura malheureusement pas lieu avec la blessure de Pogacar. Pour moi, c'est le seul petit hic sur le début de saison. Mais sinon, c'était incroyable. C'était incroyable. Et à un niveau stratosphérique. Enfin, on a vu des courses, ça partait de loin. Donc c'était intéressant. Du coup, après ce début de saison, Mathis, toi, tu voulais peut-être parler un peu du Giro. Ouais, Euh, bah, vraiment, moi, c'est une course que j'ai adorée, malgré le fait qu'il y a eu le Covid pour Evenpool. Déjà, il y avait une start list assez énorme, je trouve, avec bah, du coup Remco. Il y avait quand même Roglic, avec Kuss, qui, on en parlera, je pense, mais a fait une saison aussi énorme et qui était déjà là sur le Giro. Il y avait Ineos, qui avait quand même aussi une sacrée équipe.
Et puis tu avais notre chouchou Thibaut qui était là aussi, donc ça faisait plaisir. Et puis UAE qui avait quand même une équipe solide aussi. Donc sur le papier, c'était assez alléchant, avec un premier chrono où tu avais Ghana et Koum qui étaient là aussi. Donc ça faisait du beau monde. Et je trouve qu'on n'a pas été déçus parce que je crois que sur les 21 étapes, tu as 19 vainqueurs différents. Donc il n'y a pas eu une ultra domination, je trouve, d'une équipe. Et il y a Ineos qui a essayé de contrôler, il y a UAE qui a essayé de contrôler. Et au final, jusqu'à la dernière étape, le dernier chrono, enfin sur le dernier chrono, on ne savait pas qui allait gagner. Roglic qui déraille juste à 1 kilomètre de l'arrivée et qui finit par quand même battre Thomas. Donc j'ai trouvé ça assez énorme avec des attaques aussi incessantes des baroudeurs de Thibaut, bon, qui va pas chercher la gagne, mais qui va chercher un beau top 5 et le maillot à poids. Derek G qui fait un énorme Giro, qui se révèle et qui fait quand même un nombre de podiums. Je crois qu'il fait 5 ou 6 podiums sur ce Giro. Pareil, il va pas chercher la gagne, je crois, mais donc grosse révélation. Et Ben Illy aussi qui fait des attaques à la Evenepoel à 60 km de l'arrivée. Donc des très très belles étapes. Même les étapes où Thibaut gagne pas, je trouve que les autres jouent très bien le coup. Et c'est des belles étapes à voir. Et les Cadors, il y a eu des attaques hyper variées de Almeida aussi qui a osé vraiment attaquer à des moments. Donc moi j'ai adoré ce Giro, c'était assez ouvert et on aurait pu craindre une domination d'Evenepoel, ce qui s'est passé sur la première semaine. Mais après avec son abandon, au final ça a rendu le Giro beaucoup plus ouvert et j'ai vraiment adoré suivre ce Giro, ouais, moi. Il y en a qui reprochaient un peu peut-être l'attentisme, mais au final, c'est Almeida qui n'est pas réputé le plus offensif, on va dire, des leaders, qui a mis le feu aux poudres. Mais peut-être, Ouais. il me semble que tout le monde se tenait dans un mouchoir de poche et personne n'osait attaquer. Peut-être, il me semble, la dernière semaine était très compliquée avec ce chrono final qui effrayait un peu. Peut-être ce qu'on va retrouver d'ailleurs au Tour 2024, vu Mais le parcours. ouais, Ouais, bah on verra. Mais ouais, vas-y Baptiste. mais après le Giro, ils adorent faire des parcours très durs. Après, sur ce Giro, ce qui est intéressant, c'est que les échappées, elles sont allées souvent au bout. Et ça, c'était assez intéressant. Il n'y avait pas beaucoup d'étapes cadenassées par les leaders, justement. Et non, pour revenir enfin, sur l'étape, sur du contre-la-montre où c'est joué le Giro, moi, j'ai trouvé que l'image, elle était incroyable avec, pour, quand tu la regardes en direct, en plus, il y avait des Slovènes sur toute la montée, donc c'était assez impressionnant juste sur la fin où il y a un endroit où c'était pas, où il n'y avait pas de public, mais sinon c'était que des Slovènes et Roglic qui domine ce contre-la-montre. On se dit bon bah il va le faire et là il déraille et je me dis waouh, j'imaginais encore la planche des belles filles et me dire il va Ouais, encore tu passer à repenses tout de côté. suite à ça. Il va encore passer à côté d'un grand tour sur un contre-la-montre enfin, il va encore passer à ça. Et non, finalement, il réussit à se remettre dedans et le gagner. Et je trouvais que c'était une belle fin. Et même moi qui suis pas un grand fan de Roglic, j'étais content que pour le coup il le gagne ce Giro en me Ouais. disant voilà, Ah, ça aurait été c'est trop bon la là, classe, c'est sinon. mérité et c'est un leader donc non. Et ouais, Benelli qui confirmait son début de saison, qui avait fait une échappée incroyable. Je crois qu'il était parti à 60 bornes de l'arrivée. Donc non, ouais, les échappées, c'est incroyable. Même Thibaut Pinot qui nous a fait vibrer, même s'il claque pas d'étape. Ouais. C'était un beau Giro. Mais Ouais, et des fois, puis, bah, le Giro, c'est tellement dur qu'on n'ose pas attaquer, j'ai l'impression, chez les leaders. On se dit toujours, on va exploser dans ces pentes et ces montées de plus de 20 km. Donc voilà, souvent on dit que c'est le tour le mais plus après, dur. je trouve qu'ils avaient sensiblement tous le même niveau parce que t'as Evenepoel en début de Giro qui gagne son étape, t'as Roglic qui en gagne une, t'as Almeida qui en gagne une, et à chaque fois, c'est à la pédale, c'est dans un combat entre leaders. Et les seuls au final qui gagnent pas d'étape, c'est Ineos, mais ils arrivent à placer trois mecs dans le top 10, je crois, ou un truc comme ça, avec De Plus et Arensman, je crois. Arensman, Mais ouais, sixième. ouais, donc gros Giro quand même de d'Ineos. S'il claque la victoire finale avec Thomas en plus, ça aurait été solide, mais il court un peu à la Ineos et du coup ils ont voulu contrôler mais pas attaquer et au final ils claquent pas d'étape. Ouais. Et Ineos, ouais, je trouve que Ineos, c'est incroyable. Pour même sur le cours de la saison, ils ont un énorme effectif avec. Je trouve qu'ils Ouais. sortent même des jeunes là, parce que ils ont mine de rien sorti quelques jeunes. On pourra en reparler sur le Tour de France et tout. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que si tu veux gagner en World Tour, il y a 6-7 mecs plus forts. Et si tu les as pas, tu peux pas gagner en World Tour. Et Ineos, ils font pas une saison dégueu, mais ils sont loin de leur standard. Bah, quand ils avaient Froome ou même Wiggins
ou même des Cavendish, ils ont du mal à claquer des victoires impressionnantes parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver cette pépite qui va pouvoir rivaliser avec les 6-7 mecs qui ont tout gagné cette saison. Bah, Il y a c'est ça. vraiment un écart, je trouve, assez incroyable qui s'est créé. Bah, c'est ça, même ils ont un peu plus orienté leur équipe autour des classiques, donc avec Ghana ou Pidcock, ils sont souvent placés sur Milan-San Remo ou même les Ardennaises, et au final, ils n'ont jamais réussi à remporter de course importante, malgré un effectif quand même très solide. Il y a Ouais, Pidcock qui claque les Strade Bianchi en très très solide au début de saison. Du coup, tu te dis, c'est vrai. putain, Pidcock, il va rentrer dans les grands cette année, il va être très très solide sur les classiques. Et au final, je crois qu'il s'est blessé ou il est tombé. Mais en tout cas, il n'était pas présent après. Et du coup, en fait, c'est ça, ils ont un collectif monstrueux, mais personne qui a le talent des Pogacar, Evenepoel, Vingegaard ou Van Aert et Van Der Poel. Et du coup, il y a pas de grosse victoire quoi, cette année. Mais il revient Ouais. sur Bah Liège, après, il fait deuxième et il tombe sur un gros Pogacar, quoi. Evenepoel, pardon. Ouais. Sur Ouais, Liège. mais ouais, c'est ouais. ça en fait. Tu regardes même sur le Tour de France, ils font quatrième, je crois, ou cinquième, j'ai un doute parce qu'ils chutent dans la dernière semaine. Ouais, mais ils ont fait un nombre de top 5, de top 10, même sur les courses d'une semaine, mais ils ont eu du mal à en claquer une parce que bah, à chaque fois, il y a toujours un mec qui est plus fort. Alors, effectivement, il y a Pitcock qui gagne l'Estrade Bianche, c'est une victoire assez importante. Mais même sur le tour, Pitcock, il fait un bon tour, mais au final, je crois même pas qu'il fasse top 10 parce que sur la fin, il explose un Ouais, peu. il craque sur la fin. Ouais. Ouais, il craque sur la fin. Mais ouais, non, il en manque. J'ai l'impression qu'il faut une star aujourd'hui pour gagner Ouais. des grands tours. Mm. Enfin, des grandes classiques ou des grands tours. Mais on est dans une ère, je trouve, incroyable. Enfin, là, on se détache un peu du sujet, mais vraiment l'ère qu'on vit là avec des Van Der Poel, des Van Aert qui peuvent gagner sur tous les terrains, surtout Van Aert, et puis des Evenepoel, Vingegaard, des Pogacar sur les grands tours, et du coup Evenepoel et Vingegaard qui vont même gagner des classiques, je trouve ça hallucinant. On sort complètement de l'ère Froome, Biggins, Sky qui surdomine, et des mecs qui peuvent gagner qu'un type de course à l'année, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Après, c'est impressionnant. Et en fait, on crée des équipes monstrueuses autour d'eux. Mm. Mais c'est fou. Et je trouve qu'il y a une époque, je me souviens, il y a 3-4 ans, même peut-être plus, là, quand Bettiol gagne le Tour des Flandres, où il part à quoi, 20 bornes de l'arrivée parce que les leaders n'osent pas trop s'attaquer et tout. Aujourd'hui, je pense une classique comme ça, c'est quasiment presque impossible à voir. Parce qu'en fait, il s'attaque tout le temps. En fait, si tu sais que sur une classique, tu auras un Evenepoel ou un Pogacar qui va se dire de toute façon, je peux pas gagner au sprint. De toute façon, il y a Van Aert et Van Der Poel, voire même Philipsen sur Paris-Roubaix. Bah, j'attaque et en fait, ça fait exploser tout le monde. Et pour le spectacle, c'est incroyable. Enfin, cette année, on s'est vraiment très peu ennuyé. Hein. Même Milan-San Remo, Van Der Poel, son attaque, elle est tranchante. Non, non, Bah, c'est. ça nous fait rebondir sur moi une autre course qui m'a marqué, mais je crois vous aussi, c'est les mondiaux, où les attaques elles ont commencé à 100 bornes de l'arrivée et après ça s'est plus jamais arrêté. Je crois Evenepoel, Pogacar, Van Der Il y a, Poel, ils ont tous attaqué il y a tout le même temps. eu un coup de bordure à 200 kilomètres de l'arrivée ou un truc comme ça, un truc de ah, fou. c'était Ah ouais, ouais, c'est Ah, c'est incroyable les mondiaux. incroyable. Ouais, je pense que c'est Il y la a combien course de l'année, ouais. vraiment, c'était délirant, quoi. Il y avait tous les meilleurs coureurs bah, dont on parle, quoi, et qui s'affrontaient sur un terrain où à peu près tout le monde avait sa chance. Peut-être un poil Ouais. trop technique le parcours pour, par exemple, un Evenepoel, on l'a senti pénalisé alors qu'il avait peut-être les moyens de faire mieux. Mais incroyable. Ah, les Belges, ils ont trop de choix. Les Belges, ils savaient pas qui sur qui miser. Mais en fait, les dernières, les mondiaux avaient été bien parce qu'Evenepoel avait fait une grande course. Mais alors, cette année, j'avoue que le parcours, quand on l'a vu, on s'est dit, ouais, c'est quoi ce carré là un peu bizarre? Mais c'était une course totalement folle. avec la pluie qui s'en mêle à la fin. Ouais, c'était n'importe quoi. La chute de Van Der Poel quand il part, Ouais. il enlève un bout de Le sa lacet de chaussure sa qui chaussure, je traînait, crois, enfin ouais, le zip là. le clips là. Et non, mais c'est incroyable. Et je sais plus il y a combien, je sais plus combien de personnes finissent cette course, mais je crois que c'est même pas, je sais même pas s'ils sont pas 25 à finir la course. Ouais, je crois que c'est un truc Tellement comme il y a ça. d'abandon parce qu'en fait c'était inhumain comme tracé. Ouais, c'était incroyable à suivre. C'était fou. Et non, non, je suis d'accord. Hein. C'était Ouais. incroyable. Puis le podium est très beau quand même. Ouais. Alors, Et incroyable. puis, Et ouais, on a vu Pedersen qui était dans le coup, il fait quatrième.
Et sa saison, quand même, bon, on parlait des 5-6 monstres, et lui, c'est vraiment, il était un cran en dessous, il fait quatrième sur le Tour des Flandres, quatrième aux mondiaux, enfin sur toutes les courses, il a un tout petit cran, mais c'est peut-être lui qui peut faire le jump auprès des superstars, peut-être. Ouais, pour moi, il s'est vraiment révélé cette saison, Pedersen. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes tops de cette saison parce que on l'attend toujours, Pedersen. On sait qu'il va être toujours performant sur une saison, mais là, vraiment, je trouve qu'il a franchi un cap. Et son mois d'août et son mois de septembre, je trouve ça hallucinant parce qu'il a fait un nombre de courses. Il claque, je crois, le classement général, je l'ai sous les yeux, il claque le classement général du Tour du Danemark mi-août. Ensuite, le 20 août, il claque la classique BMR, là. Ensuite, et avant ça, du coup, début août, il fait quatrième des championnats du monde quand même. Et il remporte une étape du Tour d'Allemagne fin août. Et début septembre, il vient gagner le Grand Prix d'Isberg. Et enchaîner autant de courses comme ça, août, début septembre, je trouve ça hallucinant. Il était dans une forme monstrueuse. Ouais, non, c'est impressionnant. Moi, moi, je trouve que l'année dernière, il avait déjà fait une bonne saison. Mais alors, cette année, il est sur le Tour d'Italie, il claque son étape, il va sur le Tour de France, Philipsen domine. C'est lui qui, je crois, gagne le premier sprint que gagne pas Philipsen. Alors, il y avait une petite bosse et tout, mais il va le chercher. À chaque fois, je crois qu'il gagne une étape sur Paris-Nice. Sur les classiques, il me semble qu'il fait podium sur le Tour des Flandres. Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'il est troisième du Tour des Flandres. J'ai un Ouais, doute. oui, si, il fait troisième, pardon. Ouais. Il fait troisième. Alors, troisième des Tours des Flandres. Et devant, c'est Pogacar et Van Der Poel. Mais non, lui, ouais, c'est une valeur sûre maintenant, Pedersen. Hein, c'est terrible à dire. Hein, c'est que je sais, ça se trouve, il aura un palmarès pas si fourni que ça dans les années à venir. Mais non, c'est devenu quand même une valeur sûre. Quand il avait été champion du monde, tout le monde se demandait qui c'était. Alors, on exagère un peu, mais on se demandait. Je trouve que là, un petit peu comme Kwiatkowski, quand il avait été champion du monde, ça avait été une surprise. Et d'ailleurs, il avait quand même montré que on n'était pas champion du monde pour rien. Là, Pedersen, il prouve pareil. Quoi. Il dit, moi, je pense que Pedersen, si j'avais un pari à faire, je pense que ça peut être une des surprises qui claque un Milan-San Remo ou un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix Bah, l'année prochaine. Mais je pense qu'il aura quand même besoin d'un coup tactique ou que ça se regarde un petit peu. Je suis pas sûr qu'il puisse tenir à la pédale sur les attaques, par exemple, autour de Flandre, des Flandres. Par contre, si Van Aert et Van Der Poel reviennent, bah, il est capable de les battre au sprint aussi. Donc, Bah, aux mondiaux, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que pour le coup, il a été très peu tactique, j'ai trouvé, parce qu'il sautait sur toutes les attaques. À ah chaque ouais. fois qu'un mec sortait, tu avais Pedersen dans la roue. Il s'est absolument pas économisé. Et je me suis dit, bon, bah, Pedersen, à 30 bornes de l'arrivée, 20 bornes de l'arrivée, il va sauter, il peut plus. Enfin, c'est pas possible. Bon, au final, il fait 4. Sur le sprint final, il était dans le mal. Mais quand même, il a sauté vraiment sur toutes les Ouais. attaques. Et pourtant, il y avait Skelmos qui était là, il y avait une équipe danoise qui était pas trop mal. Mais ouais, moi je pense que s'il est dans un bon jour, il peut Ouais. vraiment titiller les gros cadors. Ah, je suis d'accord. Au Mondiaux, c'était peut-être le plus fort. Bah, Van Der Poel a été incroyable, mais je suis d'accord que c'est vrai qu'on le voit très vite prendre des relais. Moi, ça m'a surpris que ça soit lui qui prenne des relais dans le groupe, Ouais. alors qu'au sprint, il a largement les capacités d'aller battre tout le monde. Mm. Et il prenait des relais pour revenir sur les gars, alors qu'il y avait encore des Danois dans le groupe. Tu fais, je sais Mm. pas. Ça laisse un goût amer. Après, bon, c'était une course tellement folle. Je pense qu'il n'y a pas les oreillettes non plus sur les championnats du monde, donc c'était pas Ouais. non plus si simple que ça. Et c'est peut-être des choses à trouver. Mais ouais, non, incroyable, Pedersen. Très, très bon coureur. Même sur le tour et tout, ils m'ont fait rire avec Ciccone, ACD pour le maillot à poids et tout. Je trouve Ouais. ça sympa. Ouais, Ouais. on peut aller sur le Tour de Très fort. France. On peut aller sur le Tour de France, ouais, ça m'a fait plaisir que Ciccone, enfin, qu'il y ait un coureur qui se batte vraiment à fond pour le maillot blanc à pois rouge, ce qui n'est pas le cas Mm. tous les ans. On a l'impression que c'est un peu le maillot de repli, et là, il y a vraiment eu un coureur qui a même célébré son maillot une fois qu'il l'avait acquis. Enfin, je sais pas Ouais, comment c'était vous beau. l'avez ressenti. Si, bah d'ailleurs on y était, on était au contre-la-montre là à Salanches et il y avait des points attribués sur la montée de la côte de Domancy et on a vu qu'il l'a fait à bloc, enfin avec Arthur du coup on y était et moi j'ai trouvé ça impressionnant la vitesse à laquelle il est monté parce qu'au général du coup il était assez loin et donc c'était un des premiers gars qu'on voyait vraiment passer à une vitesse monstrueuse et du coup il a battu Vingegaard sur la montée quand même de la côte de Domancy. Du coup, non, il s'est vraiment donné à fond pour avoir ce maillot. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Et puis là, c'est vraiment un pur grimpeur qui Ouais. l'a chopé ce maillot, donc ça fait plaisir. Ouais, je suis content en fait parce que c'est vrai que souvent on disait que le maillot à poids, maintenant c'était soit le leader du général ou un des mecs
sur le podium qui claquait, soit un leader du général qui s'était raté et qui prenait 2-3 échappées à l'arrivée, enfin dans les dernières étapes et qui allait chercher. Là, je me souviens d'un maillot à poids de Bardet qui est allé chercher comme ça. Là, je trouve que c'est beau, c'est un baroudeur, en plus c'est un grimpeur. Voilà, c'est bien, et c'est bien pour le maillot à poids de retrouver des coureurs comme ça qui vont claquer. Je trouve que c'est vraiment, voilà, ça représente vraiment ce que doit être le maillot à poids. Et pour revenir de manière plus générale sur le Tour, pour moi, le Tour, j'ai entendu pas beaucoup de critiques du grand public sur le Tour en disant Vingegaard, il a écrasé le Tour, c'est trop ça. Moi, je suis plus réservé sur ça parce que je trouve qu'on a vécu 2 semaines de Tour de France incroyables. Les 2 premières semaines du Tour de France, incroyable. Je me souviens de la première étape de montagne, enfin, je pense qu'on s'en souvient tous, Vingegaard, il écrase Pogacar, on se dit ok, on va vivre un Tour très long. L'étape d'après, c'est Pogacar qui reprend du temps à Vingegaard, et même sur les 2-3 étapes derrière, et on se dit waouh, ça y est, c'est incroyable, ils sont lancés. Et on est un peu faussé parce qu'on contre-la-montre où Vingegaard, il explose littéralement tout le monde. Et franchement, il faudrait y revenir sur ce contre-la-montre parce que il a fait un contre-la-montre. Moi, ça me fait trop rire parce qu'on dit tout le temps, Vingegaard, sur ce contre-la-montre, il explose Pogacar. Ouais, mais Pogacar, il explose Van Aert qui est censé être le spécialiste du contre-la-montre. Et enfin, c'était ahurissant le niveau des deux. Bon, ils étaient largement au-dessus. Et à partir de ce contre-la-montre, ça a été la fin du Tour pour moi. Mais sur ces 2 premières semaines, c'était un tour fou. Et ils n'ont pas arrêté de se reprendre 10 secondes par 10 secondes. Donc, non, moi, j'ai bien aimé ce Tour de France. J'ai trouvé vraiment, ça a permis. En fait, je trouve que ça a permis de mettre la rivalité Vingegaard-Pogacar en lumière et de se dire, j'avais toujours l'impression que Pogacar, au niveau du grand public, était la star et que Vingegaard, malgré son tour de l'année dernière, était un peu en dessous. Alors moi, je suis plutôt un défenseur de Pogacar, mais du coup, la Vingegaard, il a pris une autre dimension. Maintenant, c'est plutôt Pogacar qui se vend en dessous sur le Tour de France que Vingegaard. Ouais, Et ça peut créer une grosse rivalité, quoi. Ça peut créer une immense rivalité pour les prochaines saisons. c'est clair. Vingegaard a montré que c'était pas qu'un coup de chance et la défaillance du Granon pour lequel il avait gagné le Tour 2022. Là, il a vraiment prouvé que c'était sûrement le meilleur coureur du monde en haute montagne, mais les deux premières semaines étaient vraiment exceptionnelles. Moi, je pensais vraiment Pogacar capable d'aller le chercher jusqu'au contre-la-montre. Après, moi je trouve que ça montre aussi que faire toute une saison en partant des classiques, comme a fait Pogacar, tu peux après afficher tes limites. Après, bon, afficher ses limites comme Pogacar qui fait deuxième du chrono, ça va si c'est des limites comme ça. Mais bon, il a quand même du coup claqué un Tour des Flandres. Sur Liège-Bastogne-Liège, il se fait mal au poignet et du coup, il met quand même pas mal de temps à revenir. Du coup, est-ce qu'il avait une préparation idéale comme a pu avoir Vingegaard? Je pense pas. Non. Et du coup, Pogacar, il fait quand même un tour énorme par rapport à la prépa qu'il a eue, où les deux étaient vraiment monstrueusement au-dessus du lot. Donc, je pense que ça va être vraiment très intéressant l'année prochaine de suivre le tour, si Pogacar le prépare très bien. Ouais, mais je sais pas si vous vous souvenez, au début du tour, il y avait un peu une peur en mode est-ce que Pogacar va être assez prêt comme il avait pas, je suis même pas sûr qu'il avait couru, il avait peut-être fait le Tour de Slovénie ou les championnats, mais Ouais, il il a n'avait fait pas le couru championnat. depuis Liège, ça avait totalement changé sa saison et on se disait, si ça se trouve, Vingegaard va écraser le Tour, quoi. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Et, et en fait, si on reprend la réalité même sur le début de saison, la rivalité pardon sur le début de saison, t'as un Paris-Nice où Pogacar écrase Vingegaard et même Gaudu qui est pas loin de faire, je crois qu'il fait 3 au final, mais qui est pas loin de faire deuxième derrière Pogacar et on se dit Pogacar en fait, moi je me souviens qu'en début de saison je me dis bon, ça avait fait la même chose l'année dernière, mais je me dis bon Pogacar elle est vraiment au-dessus de Vingegaard. L'année dernière ils l'ont eu parce qu'il y avait Roglic et qu'ils l'ont attaqué dans une étape où ils ont fait un coup stratégique incroyable et d'ailleurs Pogacar se blesse. Je me dis, bon, ça peut être compliqué et tout pour le Tour de France. Derrière, Vingegaard écrase le Critérium du Dauphiné. C'est vrai qu'en début du Tour, je me souviens de me dire, est-ce que Pogacar va pouvoir rivaliser? Première étape de montagne, il explose. Et derrière, il explose. Il explose. Il explose comme Pogacar est capable d'exploser. Hein. Je m'entends. Et moi, ce que j'avais aimé, c'est vraiment la deuxième étape de montagne où justement, là, elle avait été folle parce que Jumbo voulait faire exploser Pogacar. Et je me souviens qu'ils avaient roulé sur toute l'étape et tout, avec Keus, on pourra aussi en reparler derrière, qui lâche les deux, Vingegaard qui attaque et Pogacar qui le contre. Et je me souviens de me dire, c'est incroyable parce que le mec, quand même, la veille, il est lâché et là, il remet ça. Je sais pas si j'avais pas en mémoire un tour où d'un jour à l'autre, on savait on savait pas qui était le meilleur, quoi. Il y a eu des moments où on s'est dit,
qui va gagner le tour, et j'avais l'impression qu'il y avait des bascules tous les 2 jours, quoi. Donc non, c'était assez incroyable. Ouais, ouais, Et leur rivalité, elle est saine, et je pense qu'elle va faire du bien. Et là, le fait que les deux aient 2 Tours de France, si je dis pas de bêtises, Ouais. ça peut faire un peu un duel de légende qui a peut-être manqué aux coureurs avant eux, là, d'avoir un duel comme ça épique. Ça va peut-être aussi. Voilà, je pense que le Tour de France est de plus en plus médiatisé. Enfin, pas de plus en plus, mais en tout cas, à retrouver une médiatisation, avec la série pardon, et un Netflix public. aussi, il y a Ouais, beaucoup de gens qui connaissent pas trop le vélo qui s'y sont intéressés, donc ça rapporte un nouveau public aussi. ouais, je trouve qu'il y a un public jeune qui revient. Enfin, on l'a vu là, il y avait énormément de monde au bord des routes. Donc ouais, un duel comme ça peut vraiment faire que du bien au Tour de France et que du bien au cyclisme. Donc, Puis voilà. si t'as Evenpool qui débarque aussi l'année prochaine, Ouais, j'avoue qu'on en a pas euh, assez parlé de lui. ça peut être vraiment monstrueux. Avec Roglic aussi qui a changé d'équipe, ça peut être vraiment intéressant. Il va être Ouais. revanchard, je pense. Donc non, franchement, ça s'annonce bien dans les prochaines années, c'est clair. Et normalement, il n'y aura pas Van Aert sur le Tour de France l'année prochaine, puisqu'il devrait prioriser Paris 2024, si j'ai bien compris. Donc, non, Ouais. en fait, je pense que vraiment maintenant faire un podium sur un Tour de France, ça va être très très compliqué. Après, je pense que Evenepoel, avec le fait qu'il n'ait pas claqué de grand tour cette saison, peut-être qu'il va rester sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne Ouais, la non, saison prochaine. la tendance était plutôt Tour de France, mais je pense on aura le temps d'en reparler. Peut-être un petit mot sur la Vuelta, où finalement, bon, c'était peut-être pas la course la plus intéressante de l'année avec la domination de la Jumbo qui a un peu écrasé, on va dire, la Vuelta. Evenepoel qui a quand même claqué 3 étapes au passage. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette domination de la Jumbo? Je, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il l'ait laissé à Kuss. Alors, ça se trouve, ils s'en vendront les doigts, hein, Roglic, il avait l'occasion, je crois, d'égaler ou de battre le record de nombre de victoires en Vuelta. Donc, Battre, il ouais. en ouais, de battre. Donc, peut-être il s'en vendra les doigts parce il le battra jamais ou qu'il a jamais sa chance. Donc peut-être, Vingegaard, je pense qu'il a encore le temps, mais bon, une occasion, ça se refuse pas. Enfin, je me souviens de Quintana, on disait, on en a pour des années, et au final, son prime n'a pas duré si longtemps que ça. Et des opportunités, ça se loupe pas. Maintenant, le fait que c'est gagné, qu'est-ce que c'est beau pour ce coureur-là, parce que voilà, c'est le lieutenant en montagne, peut-être le meilleur lieutenant de ces dernières saisons. Et voilà, qui gagne une course comme ça, c'est incroyable. Respect à lui. Et puis Evenepoel qui a eu son jour 100 et son début de Vuelta compliqué là sur ses premières stades de montagne, et qui va en claquer 4, c'était 3, c'était assez incroyable. Il a fait qu'attaquer. Voilà, ça c'était beau. C'était une belle Vuelta qui a été ultra dominée, mais avec voilà, une belle image, et puis Jumbo qui gagne les 3 grands tours. Ok. Et donc je pense qu'on va pouvoir clore la page course. Est-ce qu'il y a il y a des coureurs là dont on n'a pas encore parlé qui vous ont marqué sur cette année? Bon, on a parlé des tout meilleurs, peut-être une équipe qui vous a sauté aux yeux. Bah, juste, moi, je voulais revenir sur, à chaque fois, ils ont quand même des dilemmes de luxe, Jumbo, que ce soit du coup sur la Vuelta avec du coup leur triplé, ils offrent un peu la victoire à Kuss, mais il y a aussi Van Aert qui offre une victoire à Laporte. Il y a eu, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais il y a eu un triplé sur Paris-Nice. Non, je crois que c'était l'année dernière. Mais enfin voilà, ils ont fait quand même quelques courses incroyables, et du coup Laporte, moi je trouve qu'il fait une saison assez monstrueuse aussi où il finit champion d'Europe et sur un sprint incroyable. Ouais, c'était fou. Et il gagne 2 belles classiques aussi. Enfin, je trouve que Laporte, il fait vraiment une saison très très solide où là, il se révèle complètement, même s'il a claqué une étape sur le Tour l'année dernière aussi. Là, il se révèle aussi en tant que patron de l'équipe de France. Et du coup, je trouve que c'est un patron solide et qui peut même claquer quelque chose sur des mondiaux, sur un parcours qui peut lui convenir les prochaines années. Ou les JO même. Ouais, Ou les ouais, non, JO. Ouais. la saison de la Jumbo est impressionnante, et pourtant ils ont été battus au classement UCI par UAE. Moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus marqué cette saison. Donc autour de Pogacar, évidemment, tout ce qu'il a gagné, de monuments, il fait deuxième du Tour, plusieurs courses d'une semaine. Mais moi, il y a Adam Yates qui m'a vraiment marqué cette année. Il fait sa meilleure saison, clairement. Il est arrivé cet hiver. Il fait troisième du Tour. Il aide beaucoup Pogacar.
Mais le recrutement, ouais, il y avait Tim Wellens et Gross Schartner qui sont arrivés. Ils ont été plutôt bons dans le rôle d'équipier. Almeida fait troisième du Giro. Ayuso, quatrième de la Vuelta. Il y a Hirschi, on l'a peut-être pas trop vu sur les grosses courses, mais sur pas mal de petites classiques, il a vraiment performé. Au final, Ouais, il fait 7 victoires, je crois, en Hirschi quand même cette saison. ouais, Alors, ouais, c'est pas ouais, des grosses Ouais, courses. cette victoire, mais ouais, pas des grosses. Mais Ouais. je crois qu'ils ont 17 vainqueurs différents de ce que j'ai vu cette saison. Aucune équipe ne fait mieux, donc il y a quand même un collectif. Et ouais, et ils battent Jumbo à l'arrivée au classement par équipe, ce qui est quand même assez titanesque. Peut-être la mauvaise saison de Van Aert peut l'expliquer un peu, mais enfin, Bah, en assez fait, impressionnant. UAE, c'est vrai que quand même, ils ont gagné avec beaucoup de coureurs. Bon, t'as déjà Pogacar qui claque les deux monuments de manière magistrale. Ils font 2 et 3 du Tour de France avec Yates qui claque une étape aussi. Mais je crois que t'as du coup sur le Giro et la Vuelta, t'as Molano, Ackermann, Ah oui. Almeida et un autre mec. Enfin, t'as plusieurs mecs qui arrivent à gagner et ils ont claqué des étapes au sprint quand même aussi sur les grands tours. Alors que bon, Molano et Ackermann, c'est pas les plus grands sprinteurs. Alors d'accord, c'est sur le Giro et la Vuelta, mais ils arrivent à gagner un peu partout. Et je trouve ça très solide de la part de UAE. Et après, sur les classiques flandriennes, ils n'ont pas été ridicules aussi. Ils ont fait un top 10, je crois, sur Paris-Roubaix avec je sais plus qui, mais ils ont été plutôt pas mal, ouais. Peut-être en équipe un peu moins ouais, dominante qui vous ont marqué. Il y a quelle équipe que Cofidis qui a regagné sur le tour ou ouais, qu'est-ce qui ouais. vous a. Moi, je suis d'accord que UAE, ils ont réduit l'écart avec Jumbo, qui avait vraiment, je trouve, une plus grosse équipe. Là, ils l'ont bien réduit. Adam Yates, il a fait beaucoup de bien. Hirschi, qui avait été passé au travers, a fait une meilleure saison cette année et tout. Et après, sur les autres équipes, là, les grosses équipes, bon, il y a Alpecin de Konak, on ne s'est pas attardé, mais il faudra en parler, Philipsen et Van Der Poel, de leur saison monstrueuse, qui leur ont fait gagner aussi beaucoup de points. Et par contre, moi, j'ai un petit cocorico quand même, parce que c'était une équipe qui était en énorme difficulté il y a des années. Pour moi, c'est Cofidis. Cofidis, ils ont vraiment, je trouve, progressé. On les voit plus sur les grands tours, en fait. La victoire de la Fée, elle est belle, mais il y a aussi celle d'Izagirre sur le tour. Alors, on en parle moins parce que c'est un coureur espagnol. Mais moi je trouve qu'ils progressent d'année en année. Ils ont leur licence World Tour, ils la méritent. Je trouve qu'ils font vraiment, ils ont pesé sur des courses. Euh, Franchement, je trouve que c'est un beau projet. Quand tu vois leur équipe, il y a des bons coureurs. Je trouve qu'ils recrutent bien. Ils ont des bons petits jeunes. Donc, euh, donc ouais, non, c'est sûr qu'ils n'ont pas le développement de FDJ. Ils ont encore du retard sur des grosses équipes, mais moi je trouve qu'ils pèsent, ils font des choses. L'année dernière, Geschke, il avait essayé de faire des choses sur le Tour de France. Voilà, ils essayent d'être présents. Et, euh, et donc c'est intéressant. Moi j'ai bien aimé leur saison. Ils ont gagné pas mal de victoires, pas sur des grandes courses. Enfin, mis à part le Tour de France, ils ont pas claqué des classements généraux et tout, mais ils ont été intéressants. Et voilà, je les attends en 2024 parce que je pense que des coureurs comme Axel Zinglet, même Lafay et tout, là, il faut qu'ils confirment. Là, ils ont fait des bons top 10, il faut qu'ils confirment ces Je, des coureurs qui sont capables d'aller faire des top 10 dans des classiques. Moi, j'y crois. je crois que la Fée va changer d'équipe, mais Et Guillaume Martin, il va gagner le tour aussi. T'as dit quoi, Arthur? s'il part Lafay pas. quitte. Ouais, je crois que la Fée va aller à AG2R si je me trompe pas. Je suis pas Ah 100%, oui, ouais, Ok. c'est vrai. il me Ouais. semble. Ah, t'as sûrement raison. Mais ouais, Ah, ça leur fait mal par contre. ouais, ça serait une assez grosse perte effectivement pour eux. Euh, Peut-être un mot sur Alpecin, ouais, aussi, qui est, je pense, devenu du coup la référence du sprint avec Philipsen, Caden Groves et Mathieu Van Der Poel qui se débrouille pas trop mal non plus, en poisson pilote au moins. Ouais, sur le tour, c'était aberrant ce qui se passait. Après, Philipsen, il a eu beaucoup de chance aussi d'avoir Van Der Poel quand même sur le tour, qui lui faisait mâcher le travail. Il jouait des épaules énormément. D'ailleurs, des fois, c'était très limite. Moi, je trouvais que des fois, enfin, du coup, c'était Van Der Poel qui était déclassé. Je crois que ça arrivait 2 fois. Mais il y a eu plusieurs fois, notamment avec Garmay, où c'était très limite. Et du coup, Philipsen, après, c'est le plus fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais grâce au travail de Van Der Poel, il a amené parfaitement. Et du coup, il a claqué plein de belles courses. Mais après, il y a eu beaucoup de courses où Van Der Poel n'était pas là et il les a gagnées aussi. Donc,
Voilà, et puis Caden Groves, ouais, qui confirme aussi cette année, hein, parce que l'année dernière, il avait fait une bonne saison, mais je crois que c'était pas au point de cette année. Donc ouais, là, Alpecin de Koenig, avec leur doublé aussi sur Paris-Roubaix, ils font quand même une saison monstrueuse. Ouais. Moi, je suis quand même alors, je suis d'accord, hein, Van Der Poel, quand t'as un poisson pilote comme Van Der Poel, ça va. Faut quand même pas. T'as plus de chances de gagner des étapes. Par contre, ouais, moi, Philipsen, il m'a impressionné toute la saison parce que, justement, comme tu l'as dit, là, sur Paris-Roubaix, il fait un Paris-Roubaix incroyable. Hein. Mm. Et bon, sur le tour, il a un gros poisson pilote, mais il en a quand même claqué des belles. Et ça, moi, je trouve enfin, on se souvient que Philipsen, il en avait claqué qu'une avant ce Tour de France, je crois, victoire d'étape sur le Tour de France, une ou deux, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il gagne les champs l'année dernière, il doit en claquer une en milieu de tour. Ouais. Et là, il en claque quatre. Et quand il les claque pas, il est deuxième ou troisième. Quoi. Donc, non, assez impressionné. Assez impressionné. Grosse saison. Pareil, j'aime bien cette équipe parce que bon, elle est montée en World Tour il n'y a pas si longtemps que ça. Parce ils ont construit. Enfin, à l'époque, c'était Giant Alpecin, pas de bêtises, et ils ont construit tout leur projet autour de Van Der Poel. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui s'est construite autour de Van Der Poel, qui a fait des ajouts intéressants. À l'époque, il y avait Jay Hindley qui avait rejoint l'équipe et tout. Pas Jay Hindley, pardon, la personne qui s'est fait recruter par Zwift, j'ai perdu son nom. J-Vine. J-Vine, voilà. Kevin, ouais. Le grimpeur et tout. Mais voilà, c'est une équipe un peu innovante. Et franchement, ouais, non, Et, certes, ils vivent là sur cette saison grâce à 2-3 coureurs, mais c'est intéressant. Ils font et des au bonnes choses. final, au final, sur les classiques, c'est devenu quasiment la deuxième force derrière Jumbo. Je me souviens, du coup, il y avait un peu le duel Wout van Aert contre Van Der Poel. Mais ils ont recruté Sora Anderson quand même, parce que c'est pas mal. Ouais. Ils ont plusieurs autres coureurs, j'ai pas les noms qui me viennent là, mais c'était Ils ont, vraiment la ils deuxième ont force. l'ancien Sylvain Dillier, qui est l'ancien, qui était suisse, qui a fait deuxième de Paris-Roubaix, qui était chez eux à une époque. Ils ont du monde, hein. Ils ont Quinten Hermans aussi, qui, je pense, Ouais. sur des Ouais. Ardennaises, peut être costaud bientôt. Ouais, non, ils ont une belle équipe, hein. Ça peut, l'année prochaine, ça peut être très costaud. Mais bon, on parlera du mercato dans un prochain podcast. Ouais. Je pense qu'on peut maintenant aller sur les flops de la saison, on va aussi en parler. Il y a quand même une équipe qui a déçu sur les classiques cette année, c'est la Quick Step qui était un peu une référence en la matière, le Wolfpack. Cette année, les résultats ont vraiment pas été au niveau. Est-ce que c'est une énorme déception ou c'est une année sans? Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de la Quick Step cette année? Moi, personnellement, c'est une déception. Alors, c'est une déception. Après, c'est toujours pareil. Voilà, comme on le dit, il y a 6-7 coureurs qui dominent. Ils ont Evenepoel, donc forcément, ils ont des résultats. Ça, c'est évident. Mais ce que je trouve un peu surprenant chez la Quick-Step, c'est que j'avais l'impression qu'ils étaient capables de gagner avant des courses où ils n'avaient pas les meilleurs, mais ils avaient tellement une densité de coureurs qui étaient capables de gagner et de battre le nombre de victoires qu'ils ont gagnées sur des classiques, la Quick-Step, il y a des années, que ce soit des Stibar, des Terpstra, où il y avait ils n'étaient pas les meilleurs, mais tactiquement, ils dominaient la course, ils pesaient sur la course, il y avait toujours un quick step à chaque échelon. Et cette année-là, s'il n'y a pas un Evenepoel sur les courses, bah, je trouve que c'est plus faible. Et je sais qu'ils sont dans des années de transition parce qu'ils essayent un peu de sortir de cette ultra spécificité qu'ils avaient dans les classiques et de partir un peu sur les grands tours parce que voilà, il y a Evenepoel dans l'équipe et que c'est quand même un choix à faire et que bien évidemment, il faut l'accompagner. Et mais, mais si tu regardes là, Evenepoel, bon, bah, c'est bien, il leur claque des victoires sur le Tour d'Italie. Son Tour d'Espagne, bah, il passe à côté au début, mais il va leur claquer des victoires. Mais au final, moi, je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pareil sur leur Tour de France, parce que Julien Alaphilippe, clairement, il déçoit. Et heureusement que Casper Asgreen fait deux échappées formidables en fin de tour pour faire premier et deuxième. Mais sinon, c'est un peu faible. Hein. Jacobsen, il n'a pas fait une exceptionnelle saison. Ouais, la Quick-Step, moi, il me déçoivent, ils me déçoivent tactiquement. Avant, j'avais toujours l'impression que la Quick-Step, ils allaient nous sortir un coup du chapeau, et que Asgreen, quand il gagne le Tour des Flandres, personne s'y attendait. Terpstra, il a déjà claqué des classiques, on disait, mais c'était pas le meilleur. Lampard Stibar, aussi. ouais,
bien sûr, Lampard, Stibar, même Kiatowski. Ils avaient une profondeur incroyable. Et là, sans Evenepoel, leur saison, Liège sauve leur saison classique, quoi. Mais sinon, on les voit pas sur le Tour de Flandre, même sur les Flandriennes, de Sur manière les générale. Flandriennes, ont été absents. Ouais, ouais. Et ils veulent basculer sur les grands tours aussi, mais du coup, c'est exactement la même chose. À part Evenpool, tu as peut-être Van Wilder, et sinon, tu personne qui est capable de faire un top 10 sur un grand tour. Hein. Donc là, Ouais, ils veulent devenir plus complets et jouer sur les grands tours, mais là, pour l'instant, ça marche pas. Il y a aussi, j'ai vu un résultat qui est passé un peu inaperçu, c'est Andrea Bagioli qui avait quand même fait deuxième sur le Grand Prix de Lombardie, sur le Tour de Lombardie. Ouais, Bon, lui, c'est un peu la révélation. Et pareil, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Tim Merlier. Et je ne comprends pas comment ce gars. Je trouve on l'a pas vu de la saison. Quoi. Il a claqué des victoires, mais je trouve qu'on l'a pas vu. Quoi. Je m'attendais à qu'il l'utilise beaucoup mieux sur les grands tours et tout. Et non, en fait. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils l'ont mis sur aucun grand tour, en fait. Parce qu'ils font 2 tours avec Evenepoel et sur le Tour de France, ils mettent Jacobsen. Ouais. Mais Merlier, pour moi, c'est un énorme sprinter. Je suis un peu déçu, quoi. Donc, c'est tactiquement, donc je suis un peu déçu de cette équipe. Mais surtout qu'on avait l'habitude à ce que la Quick Step soit un peu l'équipe qui. Ils avaient le meilleur train souvent pour le sprinter sur le tour, que ce soit Sam Bennett, Cavendish à l'époque ou Kittel. À chaque fois, ils avaient le sprinter dominant qui enchaînait les 3-4 sprints. Cette année, c'était Philipsen. Et là, Jacobsen est passé totalement à travers. Et ouais, c'est vrai que là, Il a abandonné, il a chuté encore, Jacobsen. Ouais. Donc ça, bon, c'est la faute à pas de chance. Mais ouais, c'est sûr. après, c'est vrai qu'il y a le débat, Jacobsen ou Merlier. C'est ce que tu disais, Baptiste. Là, ils ont fait le choix Jacobsen. Au final, ça n'a pas été payant. Mais à chaque fois qu'il a été aligné, même sur des plus petites courses, il a souvent été chercher une victoire ou au moins une grosse place. Donc, je pense que ouais, il y a le fait vert aussi qui, moi, dans ses déclarations et tout, il me paraît en fait complètement perdu. Taille à la Philippe, moi, je vois pas trop pourquoi il fait ça. Et enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont paru assez bizarres. Et cette équipe-là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment sur une pente descendante et que c'est pas en train de s'améliorer. Pareil avec ce qui s'est passé là, il y a pas très longtemps. On entendait parler de l'association avec Jumbo pour l'année prochaine, avec Ineos pour l'année prochaine. Ah, Et, avec Jumbo. ouais, avec Jumbo, pardon. Et du coup, ça montre aussi que enfin, c'est une équipe assez friable en ce moment, quoi. Les coureurs étaient inquiets. Ils sont pas dans un cadre assez favorable, je trouve. Et en fait, ce que je me souvenais, moi, vraiment la Quick Step, l'image que j'en ai, même sur les grands tours, c'est que même quand elle n'avait pas un sprinter dominant, t'avais un Quick Step en échappée ou même en début de tour, là, sur les étapes un peu casse-pattes, tu savais que la Quick Step, ils allaient peser sur la course, tu savais qu'ils allaient avoir des mecs dans les échappées, même des attaques, je me souviens de victoires de Kiatowski, de Tony Martin, des mecs comme ça, un peu, un peu baroudeurs qui sortaient toujours des belles étapes. Là, je l'ai pas revu, quoi. Heureusement qu'Asgreen leur sauve le Tour de France. Ouais. Et comme tu dis, moi je pense que attention, Quickstep, il faut pas l'oublier, c'est une équipe belge. Ils ont énormément de pression sur les Flandriennes et ils sont beaucoup critiqués là-dessus. Quand il y a eu la fusion, là, il y a eu la question de la fusion avec la Jumbo. Pour moi, attention, c'est une équipe qui, je pense pas qu'elle disparaîtra, mais ouais, une grosse fusion, c'est pas impossible. Et il faut pas l'oublier aussi. Et c'était Alberto Contador qui avait dit ça. Et Evenepoel, à un moment, il était annoncé du côté d'Ineos. Alors, je pense que c'était que des rumeurs. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont en train de faire une transition. Mais comme je l'ai dit, à mon avis, Evenepoel, il est pressé de gagner. Il est pressé de se mesurer au meilleur. Et s'il n'a pas ses coureurs de grand tour à côté de lui, parce que s'il n'a pas son set que ça lui, on l'a vu, ou un Adam Yates, c'est impossible de gagner un grand tour. À l'heure actuelle, c'est cadenassé. Donc, Ineos, vu leur pack, préférera aller chez Ineos, je pense. Ils ont recruté Landa pour la saison prochaine, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai envie d'enchaîner avec un autre flop, c'est Binyai Girmay, l'Érythréen, qui avait fait une assez bonne saison 2022, donc on avait des attentes sur lui.
il a été sur le Tour de France quasiment fantomatique. Il doit faire 2 top 10, alors il avait quand même des équipiers pour l'aider sur les sprints. Sa campagne de classique est extrêmement décevante aussi. Je crois sur l'année, il doit gagner 2 victoires seulement. Pour un sprinter, c'est très maigre. Il a 23 ans, il est encore jeune. Donc on va voir pour la suite. Mais ouais, il a clairement pas confirmé sa bonne saison 2022. Est-ce que vous avez Ouais. d'autres noms qui vous ont un peu déçu, vous, cette année, des équipes? Bah, moi, je voulais juste quand même finir sur Peter Sagan et la Total Energy en général. Peter Sagan, c'était quand même sa dernière saison. C'est une légende, ce mec. Enfin, voilà, j'aurais adoré sur ces dernières saisons le voir être à la bagarre avec des Van Aert, des Van Der Poel sur les classiques. Ça aurait été juste incroyable. Moi, je pense qu'on est tous très déçus. 0 victoire sur sa dernière saison. Il part un peu dans l'anonymat quand même sur une course là en Vendée. Enfin bon, je trouve ça dommage. Et puis Total Energy en général, qui sont qu'à 9 victoires cette année, qui ont claqué aucune victoire en World Tour. Alors que c'est une équipe Continental Pro, mais elle avait quand même un gros effectif. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait couler cette équipe parce qu'il ramène ces mecs qui sont retraités depuis déjà 2 ans. Et en fait, sur toutes les courses où Sagan est aligné, bah, toute l'équipe est à son service ou au moins essaye de faire en sorte que Sagan puisse être placé, puisse jouer. Mais du coup, ça fait couler toute l'équipe. Et après, des mecs comme Turgis, Latour, qui normalement, Turgis, il avait quand même fait des podiums sur des monuments, je crois. Et du coup, bah, cette année, ils ont pas été présents, pas au niveau. Donc ça a fait couler Total Energy qui finit assez loin au classement UCI par équipe cette année quand même. Ouais. Mais ouais, pour revenir, je reviens juste sur Total. Pour moi, c'est jamais bon de prendre des légendes en fin de cycle et de les prendre dans ton équipe. Alors, franchement, c'est toujours compliqué à gérer dans le cyclisme. Tu le vois, il n'y a que Quickstep avec Cavendish où ça a marché. À la limite, Astana, peut-être, ça marchera. Mais c'est toujours compliqué. Là. Sagan, c'est une immense légende, mais enfin, ça fait 2 ans enfin, qui galère. Quoi. Il a dû gagner une étape en World Tour. Alors, franchement, ils ont gagné avec souple là, sur la Volta. Ça leur a sauvé Ouais, leur saison un peu. Souple, il sauve un peu la saison. Donc, Mais oui, enfin, c'est vrai. voilà, quoi. Ils ont pesé sur Ouais. aucune course. Franchement, sur le Tour de France, t'as, t'as, comment il s'appelle? Euh, le jeune qui a des cuisses énormes et qui a essayé de Burgodeau, prendre des Ma- échappées, Burgodeau, voilà, Ah oui. Mathieu. qui, euh, qui, qui a montré un peu le maillot. Mais ouais, ça gagne, c'est décevant. Franchement, ok, c'est bien pour les sponsors et tout, mais c'est un peu triste. Et pour Girmay, par contre, je pense vraiment, en fait, c'est juste que sa saison 2022 était tellement incroyable. Je me souviens de son sprint quand il tape Van Der Poel sur le Tour d'Italie. D'ailleurs, il se prend un bouchon dans l'œil, il est obligé d'abandonner. Ça sera peut-être l'abandon le plus drôle de l'histoire du Giro, mais en tout cas, non, c'est juste il avait tellement fait une saison incroyable. Franchement, il est revenu un peu dans le rang. Je sais pas trop, Guerval. Je sais pas si c'était une saison de folie et si cette année c'était 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 un raté. Surtout je trouve qu'il a une équipe qui est pas si mauvaise que ça. Intermarché ou Anti-Groupe Gobert, je trouve pas qu'elle soit si faible que ça l'équipe. Ils ont pas mal progressé aussi quand on parlait des équipes qui sont en progression. Ils ont des bons coureurs. Mais ouais, cette année, ça n'a pas marché, Girmay. Sur le Tour de France, je pensais qu'il allait en claquer une. J'espérais, en plus, il y avait pas mal de celles que claque Pedersen. Je pensais bien que Girmay allait nous la chercher là, avec le faux plat montant enfin, mais non, pas de réussite. Et juste en troisième coureur, qui va peut-être devenir une légende, et enfin, qui pour moi va être peut-être un what if très important du cyclisme, c'est Egan Bernal. Parce que Bernal, putain, franchement, cette chute-là, elle lui a brisé sa carrière. Et quand en début de saison, là, ils ont repris, on s'est dit, est-ce qu'il va nous refaire, est-ce qu'il va être capable de retrouver son niveau? J'aurais tellement aimé, franchement, j'aurais bien voulu voir un Bernal là, sur un Giro avec ou une Vuelta. Peut-être sur le Tour de France, ça aurait été juste, mais voilà, juste de le revoir en montagne, c'était quand même un sacré grimpeur. Donc je suis un peu triste, quoi. Je pense que c'est un coureur qui retrouvera jamais le niveau d'antan. Et, euh, et, et je sais pas, en fait, aujourd'hui, si tu le places, genre, dans la hiérarchie des vainqueurs du Tour de France, genre, quelle place il aura. Et au final, c'est presque dommage. Quoi. C'était le plus jeune avant que Pogacar explose ça. Et, euh, et ouais, c'est un peu triste. Quoi. Là, quand tu le vois finir 35e d'une étape de montagne en se battant, tu fais, ouais, c'est triste. Quoi. Ouais, ouais, non, Ouais. ça fait mal. Ça fait mal de voir Bernal comme ça. Moi, on a parlé de Total Direct Energy. Moi, j'ai une autre équipe française qui m'a un peu déçu, c'est AG2R.
Sur la saison, ils font seulement 9 victoires, donc il y a la révélation Félix Gall, peut-être on en reparlera un peu après, mais c'est l'arbre clairement qui cache la forêt. Il y a quelques années, Vincent Lavenu nous avait vendu, enfin, il y avait un peu une bascule qui avait été faite avec un pôle classique, on a arrêté les grands tours avec le départ de Bardet. Donc, on arrêtait la montagne et on passait sur les classiques avec Greg Van Avermaet, Oliver Nazen, et avec Cosnefroy, Jungels, c'était là pendant 1 ou 2 années. Au final, ça a totalement bidé. Cosnefroy, il fait sa pire année depuis au moins 5 ans. Nazen et Van Avermaet, fantomatiques. Et c'est Aurélien Paré-Peintre et Ben O'Connor qui, bon, même s'il a un peu déçu, sauve les meubles, on va dire. Et peut-être Ouais. Félix Gall un peu. L'équipe est encore jeune, donc on verra ce que ça donne, mais ouais, vraiment L'équipe, déçu. Mais l'équipe qui était alignée sur le faisait très très peur, hein, je trouve, parce que t'avais que des mecs qui soit étaient très peu connus, enfin c'était pour la plupart leur premier grand tour, et t'avais Aurélien Paré-Peintre comme leader, et au final, il en claque une sur le Giro, je crois, Aurélien ouais, Paré-Peintre. Ouais, ouais, il ouais, gagne une ouais. des premières, Et je Et crois. gagne en première semaine, ce qui sauve le tour d'AG2R. ouais, là, j'ai 2 heures. Mais je crois que j'étais choqué à la fin du Giro parce que j'avais vu que je crois qu'ils étaient dans le top 5 au classement par équipe à G2R. Ah ouais. Et enfin bon, ils ont pas fait un Giro si dégueu. Et c'est vrai que moi, pour le coup, Ben O'Connor, il m'a extrêmement déçu cette saison. Il était très attendu par rapport à ces dernières années. Et au final, sur les courses importantes qu'il visait, il a pas fait grand-chose. En vrai, enfin, là, je pense que tu fais clairement référence au Tour de France. Il fait 17e, là, je vois. Mais sur le critérium du Dauphiné, il fait 3e. Oui, non, mais Et il fait troisième. Mais c'est la seule course où il a performé cette saison, je trouve. Ouais. Ouais, et c'est celle-là qui lui a valu d'être leader parce qu'ils hésitaient avec Gall dès le début. Mais Ben O'Connor, pour moi, c'est pas un leader de grand tour, hein. Je sais que tout le monde rêve de son. C'est l'année dernière où il fait 4 ou 5 du tour. Je sais plus, c'est il y a 2 ans. 2021, il fait 4e du Tour. 2021. Ouais, Ouais. mais c'est parce qu'il prend 2 échappées, quoi. Enfin, Ouais. c'est comme Guy Martin, c'est un peu faussé, quoi, pour moi. Et, euh, et à G2R, ils ont fait exactement comme Total Direct Energy. Ils ont dit on va prendre une énorme star, on va prendre Greg Van Avermaet et on va essayer de gagner des classiques avec. Le mec était en fin de cycle et ils se sont retrouvés pareil à regalérer pour refaire une équipe. Enfin, je trouve qu'il y a eu des choix stratégiques un peu douteux à ce moment-là des équipes françaises. Euh, euh, Ouais. c'est ça qui est dommage. Après ils ont quand même une grosse révélation cette année à G2R avec Gall, mais sinon, ouais, leur saison elle est décevante. Comme beaucoup d'équipes françaises, hein, parce que beaucoup des équipes françaises ont eu une année décevante, hein. FDJ, c'est pas incroyable leur saison. Bah, c'est Ils ont surtout des Arkea jeunes. aussi. Arkea, une saison catastrophique, Ouais, hein. Arkea, ils ont moins de 10 victoires, je crois, cette saison. Pour le coup, eux, aucune en World Tour, je crois. Le départ de Quintana, du coup, il leur a fait quand même du mal. Et Barguil, il a pas une victoire, je crois, cette saison. Enfin, une saison vraiment catastrophique. T'as l'arrivée de Desmar en fin de saison, là, qui fait du bien. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Je pense que du coup, Desmar, il peut vraiment leur faire du bien. Mais Arkea, c'était le néant cette saison, je crois. Je crois que c'est la dernière équipe World Tour au classement. ouais. Ouais. C'était catastrophique. Peut-être la seule once d'espoir, c'est Kevin Vauquelin. En début de saison, il était vraiment impressionnant. Il a dû gagner 3 4 étapes à droite à gauche. Et il avait fait Ouais. quelques bons résultats, mais il a même pas confirmé sur la suite. Enfin, ouais, très inquiétant. Heureusement, Desmar arrive et gagne peut-être 2 étapes, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué. Luca Mozzato, il avait fait une bonne saison dernière. On se disait pourquoi pas. Compliqué aussi, Ouais, ouais. c'est un bon coureur, mais bon, Ouais. c'est pas, enfin, il a Ouais, pas la peut-être trempe de gagner 10 victoires par saison, quoi. ouais, un peu Le, juste le pour. problème, c'est que c'est des équipes qui sont en World Tour maintenant. Enfin, Arkea, ils sont en World Tour, si je dis pas de bêtises, ils sont pas en Ouais, Continental Pro. Donc là, ils il y a, sont il y a en une obligation de résultat et il y a une obligation de gagner des courses et d'y peser, quoi. Et moi, je trouve que Arkea, parce que, parce que tu as des équipes comme FDJ. Bon, FDJ, c'est vrai, c'est un autre budget, mais tu as des équipes qui, au moins, font des top 10. Enfin, je prends Intermarché ou Anti-Groupe Gobert. Ils pèsent sur les courses. Quand tu les vois, quoi, les maillots, ils y sont, ils font des top 10. Ouais, peut-être qu'ils les claquent pas, mais moi, je trouvais Arkea, même au Tour de France, dans les échappées, c'était pas, tu les voyais pas non plus beaucoup plus que les autres, quoi. Donc, T'as vu Barguil beaucoup, mais en vrai, c'est tout, hein. ouais, mais il a explosé très vite, hein, je trouve, hein, mais Barrier, enfin, on l'a jamais vu en position de gagner, ou voilà, quoi. Et puis Ah, maintenant, sur le Tour de France, gagner une échappée, c'est de plus en plus compliqué, hein. Hmm. Non, c'est Ouais. clair.
Peut-être qu'on peut quand même partir sur un peu d'espoir pour les Français, donc avec les révélations qu'on a eues cette année, peut-être du côté de la FDJ. Est-ce que... Ouais, bah, moi, quand même, je trouve que la FDJ, l'avenir s'annonce radieux. Mais avec Lenny Martinez, Romain Grégoire, Paul Pénoët aussi, ils ont quand même une génération très, très solide. Lenny Martinez, il fait une très belle Vuelta quand même. Il porte le maillot rouge. Il est très jeune, hein, il a 20 ans, je crois. Et Romain Grégoire, je m'en souviens, il m'avait marqué sur les Strade Bianche. Là, il a fait une très grosse course. Je sais plus combien de il finit, mais dans le top 10. Et régulièrement, il a été à la bagarre sur les courses un peu à profil pour puncher, notamment sur les sprints en boss. Il est vraiment costaud. Donc Romain Grégoire à suivre, hein, sur les classiques dans les prochaines années. Et Paul Il Pénoët claque. au sprint. En plus, c'est un coureur qui passe très bien les bosses. Donc non, ils ont du beau monde pour les prochaines années. Après, avec Valentin Madouas en plus qui est là, David Gaudu, bon, que moi, j'y crois pas trop, mais il pourra faire des bonnes choses aussi. Mais ils ont une belle équipe. Ouais. Et Grégoire, il claque les 5 jours de Dunkerque, c'est quand même pas une course anodine. Ouais, ouais, Et carrément. ils ont des bons jeunes. Après, est-ce qu'ils ont un crack là-dedans? Est-ce qu'ils ont un crack au point d'avoir un potentiel vainqueur de classique ou de grand tour? Je sais pas, mais ils ont en tout cas, ils ont des très bons coureurs. Et clairement, heureusement qu'ils sont là parce que sur l'avenir du cyclisme français, heureusement qu'il y a la formation FDJ quand même. Ouais, 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 c'est clair. Quelques pépites françaises, ouais, surtout que la génération après à la Philippe, on va dire à la Philippe Pinot, là, qui est plutôt sur la fin, enfin, Pinot même arrête. Madouas Godu n'a pas trop confirmé cette année, Madouas si, mais enfin, globalement, les paires françaises n'ont pas été extraordinaires. Donc, ouais, la génération Martinez-Grégoire, on l'attend évidemment. Et ils devront faire, notamment Romain Grégoire, en concurrence avec Ben Illy, la révélation irlandaise, là, 23 ans, du côté de Education First. Ouais, comme on disait, on l'a vu sur les classiques ardennaises, il fait deuxième sur l'Amstel, quatrième sur Liège, et il claque une étape sur le Giro. Là, vraiment, ça va être un des coureurs à surveiller dans les prochaines années. Surtout que, à part Evenepoel Pogacar, pour l'instant, sur les Ardennaises, ça semble assez ouvert quand même derrière. Ouais. J'ai vraiment bien aimé sa saison à Ben Lilly. Enfin, bien aimé. En tout cas, parce que quand il fait l'Amstel, là, quand il fait deux, on est un peu tous là à se dire. Parce qu'il me semble qu'il fait un bon résultat en début de saison, ou l'année dernière, et on avait vu vaguement son nom passer. Mais quand il fait deuxième, on a dit, putain, mais c'est qui lui et comment il a pu. Enfin, c'est le seul qui a à peu près amorti le choc avec Pogacar. J'étais là, mais qui c'est quoi? Et je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est un coup d'éclat. Je crois qu'il est pas trop mal sur, je sais plus, sur la flèche ou Liège, et après il explose sur l'une des deux. Je veux pas dire de bêtises. Sur Liège, Sur, il était pas trop mal. sur Liège, il fait 4. Il fait 4 à Liège. Ouais. Ouais. Donc c'est pas affreux. Faudra regarder combien il fait sur la flèche. Je sais même pas s'il y est d'ailleurs. Je crois qu'il Mais, fait 30e, 32e. Il est un ouais, peu, voilà, c'est ça. c'est un peu Mais, différent. Mais ouais, après, c'est un truc de position. Enfin, la flèche, c'est vraiment une course de côte. Mais par contre, derrière, ce que j'ai aimé, c'est son Giro, quoi. Derrière, il avait claqué une étape sur le Giro. Le mec est parti à 50 bornes de l'arrivée. Il s'est dit, bah, on me l'a fait, je vais le faire. Pas de souci. Et non, non, ouais, franchement, ça m'a l'air d'être un puncher un peu à la Dan Martin. Peut-être moins finisseur, mais ouais, non. Je pense que lui, il va falloir compter sur lui sur les prochaines saisons. Ouais, et puis sur les chronos aussi, il est très très fort. Donc, Ouais, sur les efforts comme Evenpool, où il part de loin, il a une résistance monstrueuse. Ça me fait penser un peu à Anthony Martin aussi, où le mec, enfin Ben Illy, là, il peut rouler 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures en solo et résister au retour du peloton. Et il y a des mecs de plus en plus qui ont ce profil-là que tu n'avais pas du tout les 10 dernières années, quoi. Donc, et ça fait des très belles courses. je pense qu'on va pouvoir en rester là pour la page cyclisme. On a bien débriefé toute la saison 2023 et peut-être on se retrouvera pour parler à nouveau de cyclisme très prochainement. Salut à tous. Salut, salut! allez.